je suis très reconnaissant à Philippe Bard de m'avoir invité. Je dois ce privilège au fait de diriger cette revue que personne ne connaît, qui s'appelle Books, dont le propos est de repérer des livres qui paraissent à l'étranger et d'exploiter les articles de qualité, de grande qualité publiés sur ce livre pour nourrir les sujets d'intérêt général de manière un petit peu différente de la façon dont la presse française nous abreuve. Et j'avais fait donc il y a quelque temps un numéro avec un titre un peu journalistique, mais le contenu était assez solide, faut-il croire les scientifiques. Donc Philippe Bard m'a proposé de venir évoquer cette question. Ma seule légitimité en la matière, c'est que, parce que je ne suis ni chirurgien, ni médecin, ni encore que je fais la vie médicale, ni scientifique, mais j'ai longtemps dirigé la revue de la recherche, ce qui fait que j'ai une vraie familiarité avec le monde des scientifiques. Et je vais être comme... Je vais mettre des lunettes là. Ce sera comme ça. Alors, vous êtes probablement plus ou moins au courant, selon vos appétences, vos lectures, etc., de la crise de légitimité que traverse aujourd'hui le monde des publications scientifiques. C'est une crise très profonde sur laquelle je vais vous apporter quelques éclairages, j'espère concrets et éloquents, et pour évoquer aussi en évoquant aussi les raisons de cette crise et peut-être les perspectives plus positives. Alors il y a d'abord un problème quantitatif, comme vous le savez, puisqu'il y a environ 2 millions d'articles scientifiques qui sont publiés chaque année, dont un peu plus d'un tiers en biomédecine. C'est beaucoup. Rien que sur les essais cliniques, alors je sais que sur en matière de chirurgie, les essais cliniques c'est compliqué, mais rien que sur les essais cliniques, il y a au total plus d'1 million d'articles qui ont été publiés, et on voit bien que ce problème de la quantité crée une difficulté significative pour l'interprétation des résultats. Il y a d'ailleurs, vous citez ce chercheur qui a fait une présentation avec plus d'images que de malades. Il y a hélas beaucoup de pratiques de ce genre, et je vais rentrer un peu dans le détail, mais cette production de la science se traduit aussi par une pression et des pressions sur les chercheurs également en particulier. Il y a une étude récente qui porte sur les chercheurs qui ont publié, qui signent plus de 74 articles scientifiques par an. Donc vous voyez, le fait même qu'on puisse publier une étude sur les chercheurs qui publient plus de 74, qui signent plus de 74 publications scientifiques par an, est un symptôme. Vous le savez peut-être aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a un chercheur américain d'origine grecque qui s'appelle John Ioannidis, qui a publié en 2005, ça remonte déjà un certain temps, dans une revue scientifique, un article dont le titre était pourquoi la plupart des articles scientifiques sont faux. Cet article est devenu assez vite l'article le plus téléchargé de toute l'histoire des articles scientifiques dans le monde. Et il s'étonne dans un article subséquent du fait que l'article, même s'il a été beaucoup téléchargé, n'a pas du tout créé de scandale. En fait, la réaction du milieu a été de dire oui, tout le monde le sait, il y a une enfance qui est porte ouverte. Et je veux dire que moi-même, ça rejoint une petite expérience parce que j'ai un ami qui était à l'époque, qui dirigeait le laboratoire de génétique moléculaire de l'Institut Pasteur.
et qu'il y a eu la même réaction. Il m'a dit, tout le monde le sait, et là, c'est comme ça. Voilà. Alors, évidemment, faux ne signifie pas que tout est faux, mais ça signifie qu'il y a un certain nombre de biais qui se sont introduits dans le corps de l'article scientifique, et qui font que la conclusion principale qu'en tire le chercheur est contestable ou erronée. En 2012, donc 8 ans plus tard, l'ancien directeur de la recherche de la R&D de la firme Amgen, qui est la plus grande société mondiale en matière de biotechnologie médicale, qui s'appelle Glenn Begley, révélait dans Nature que son équipe avait tenté de reproduire 53 études de référence en cancérologie. Et il n'y était parvenu que pour 6 d'entre elles. Donc ça pointe un problème qu'on appelle une sous-crise, qui est la crise de la reproductibilité des articles. Il y a toute une littérature là-dessus aujourd'hui. Cette étude-là est une des plus sérieuses qui a été publiée, mais l'année précédente, la direction de la R&D de la firme Bayer en Suisse, à Bâle, était parvenue à des résultats comparables. Dans les 2 tiers des cas, les scientifiques maison obtenaient des résultats différents de ceux publiés. Alors il y a des résultats amusants. Par exemple, 2 chercheurs ont publié en 2015, 2 chercheurs américains ont publié en 2015 une étude qui a fait la joie des médias sur les gens qui sourient le plus intensément ont une longévité, une durée de vie plus grande que ceux qui sourient moins intensément. Un chercheur allemand, des gens sérieux, a essayé de reproduire l'étude et a conclu que c'était du pipeau. Il y a évidemment d'autres résultats moins amusants. Vous savez qu'il a fallu 12 ans pour que les résultats pour que le célèbre article d'un ancien chirurgien anglais, Wakefield, qui pensait avoir démontré dans The Lancet que les vaccinations courantes chez les enfants créent l'autisme. Il a fallu 12 ans pour que cet article soit rétracté et donc par The Lancet. Et on a découvert aussi dans un autre ordre d'idées, qu'une lignée cellulaire issue d'un cancer du sein utilisée dans plus de 1000 études publiées et revues par les pairs s'est révélée être issue d'un mélanome. Et on estime aujourd'hui qu'un tiers de toutes les lignées cellulaires utilisées. Tout ce que je vous dis, ça vient d'articles scientifiques. J'ai pu moi-même consulter un article scientifique sur les articles scientifiques. Que voilà les articles scientifiques sur les articles scientifiques, ça c'est une autre question. Mais enfin voilà, on estime que un tiers de toutes les lignées cellulaires utilisées par les chercheurs sont contaminées d'une manière ou d'une autre. On évolue à 10 000 le nombre d'articles scientifiques publiés chaque année qui citent des travaux fondés sur des lignées cellulaires mal référencées ou contaminées. On estime qu'environ la moitié des résultats des essais cliniques ne sont jamais publiés. Des études menées par un médecin britannique sur les antidépresseurs ont montré que les résultats non publiés sont ceux qui ne montrent aucun effet des molécules testées ou les effets secondaires contrariants. Jamais publié ou publié longtemps après, une étude de chirurgie du cancer du côlon, j'espère que l'histoire est vraie, a conclu en 1994 que revenir sur le terrain de l'opération, donc du cancer du côlon, pour traiter un retour du cancer ne modifiait pas l'espérance de vie. L'étude n'a été publiée que 20 ans plus tard. Alors on le découvre après coup, beaucoup d'essais cliniques publiés ont été manipulés, vous le savez, mais la proportion est impressionnante. Une étude menée en 2014 à l'initiative d'un médecin britannique montre que dans un tiers des cas, le critère d'efficacité défini au début de l'étude, au début de l'essai, a été changé en cours de route pour pouvoir sortir les résultats plus favorables. Et nous savons rétrospectivement que bien sûr l'industrie pharmaceutique préfère ne pas publier les résultats négatifs ou mettant en évidence des effets secondaires préoccupants. De manière générale, les articles les résultats de recherche négatifs sont passés à la trappe. C'est une réalité statistique, c'est pas toujours bien actuellement, mais c'est quand même une réalité statistique. Alors bien sûr, ça ne signifie pas que la science et les connaissances ne progressent pas, et que de remarquables travaux de recherche ne soient pas reconnus à juste valeur, bien sûr, mais le taux de déchet est considérable. Le taux de déchet est considérable, avec des conséquences non moins considérables sur le plan financier.
et sanitaire. On lit des choses étonnantes. Par exemple, j'ai écouté une vidéo récemment du président de la Société internationale de chirurgie vasculaire, qui s'appelle Sherif Sultan, qui affirme aujourd'hui que la théorie du cholestérol, admise depuis 50 ans, est un mythe propagé par des études scientifiques biaisées et des essais cliniques manipulés. Ça, c'est un débat. Mais aujourd'hui, voilà ce que dit le président de la Société internationale de chirurgie vasculaire. Les travaux d'Ioannidis et d'autres chercheurs ont permis d'identifier ou de lister peu à peu, avec une certaine précision, les sources du problème. Alors il y a toute une série de facteurs dont la conjonction a eu tendance à se renforcer depuis un demi-siècle. Ils affectent bien entendu toutes les disciplines scientifiques, certaines disciplines comme les études ont été faites en psychologie, par exemple la psychologie est un domaine dans lequel la question de la validité des études scientifiques a été très approfondie. On l'a fait aussi en économie, des études en économie, pour arriver à des résultats semblables. On sait que c'est vrai dans d'autres domaines, mais sans que des études très poussées aient été faites. Par exemple, c'est vrai en climatologie, ça j'ai quand même travaillé là-dessus. Mais il est clair qu'en biomédecine, ces problèmes sont très présents. Et la revue Nature a fait une enquête en 2016 auprès de 1500 chercheurs de toutes les disciplines. Plus de 70% d'entre eux ont dit avoir essayé sans succès de refaire l'expérience d'un autre chercheur. Et plus de la moitié ont admis ne pas avoir réussi à reproduire l'une de leurs propres expériences. Ce sont bien sûr des enquêtes anonymes dans lesquelles les gens répondent sans donner leur nom. Alors, on a demandé aux chercheurs aussi quelles étaient les raisons de ce problème, de cette crise de la reproductibilité. Alors, il y a bien sûr la fraude caractérisée. La fraude est beaucoup moins rare qu'on le pense. Évidemment, il y a différentes formes de fraude, toutes sortes de gradients. Même en chirurgie. Par exemple, un chirurgien thoracique italien a récemment été convaincu d'avoir fabriqué et manipulé des descriptions de la condition de patient avant et après l'opération. Et à l'ère de Photoshop, les manipulations d'images sont malheureusement, sinon monnaie courante, du moins une pratique fréquente et avérée. Outre la fraude, les facteurs de cette crise de reproductibilité relèvent de plusieurs catégories qui ont été listées dans l'enquête de Nature par les chercheurs eux-mêmes. Là, je vous le liste rapidement parce qu'on a peu de temps. Beaucoup de chercheurs ont utilisé un protocole expérimental défectueux, n'ont pas suffisamment répliqué l'expérience, n'ont pas analysé leurs résultats de manière satisfaisante, se contentent de différences statistiques peu significatives, ne communiquent pas, ça c'est un problème très important, la question de l'exploitation statistique des résultats, ne communiquent pas les données brutes, ne communiquent pas à l'occasion de la publication de leurs articles ou aux autres chercheurs qui le demandent ensuite les données brutes sur lesquelles ils ont travaillé, ni leur méthode, ni le code ayant servi à présenter les résultats quand il y a eu un code. Et plus en amont a été évoquée la pression pour publier, publish or perish, et une supervision insuffisante de la part des directeurs de laboratoire, et en aval, une évaluation par les pairs défectueuse. Vous savez que l'évaluation par les pairs, c'est la pierre de touche de tout l'édifice des publications scientifiques. Quand on lit un article de journal qui parle d'une étude qui dit que l'étude a été évaluée par les pairs, on a l'impression que l'affaire est close, mais en fait, aujourd'hui, on sait que ce système de l'évaluation par les pairs fonctionne fonctionne pas bien. Un biologiste de Harvard est parvenu à faire publier récemment un faux article sur l'effet d'un dérivé du lichen sur les cellules cancéreuses par pas moins de 157 revues scientifiques, affichant le recours à l'évaluation par les pairs. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet qu'on estime qu'il y a aujourd'hui 14 000 journaux en biomédecine. Alors, le papier est normal, parce qu'il y a une prolifération considérable de journaux en ligne. En 2015, Richard Horton, qui dirige la revue de Lancet, c'est la même dans laquelle Wakefield avait publié cet article sur les causes de l'autisme,
a publié un éditorial à la suite d'une réunion à huis clos au Wellcome Trust sur cette question de la crise de la science. Et il a fait un éditorial à cheval qui mérite d'être cité, au moins en partie. Alors il commence par souligner d'autres facteurs qui sont évoqués par les chercheurs. Donc il en rajoute: faibles échantillons, conflits d'intérêts flagrants, obsession à poursuivre les tendances à la mode, conformisme. Et je le cite: dans leur quête de publier une histoire frappante, les scientifiques trop souvent sculptent les données pour les faire coïncider avec leur théorie préférée du monde. Et le rédacteur du Lancet critique sa propre boutique. Il dit, là je le cite aussi: les rédacteurs en chef des revues scientifiques méritent leur part du blâme. Nous aidons et encourageons les pires comportements. Notre adhésion au facteur d'impact nourrit d'une compétition malsaine pour apparaître dans une petite sélection de revues de premier rang. Notre amour du significatif pollue la littérature scientifique, il met significatif entre guillemets, pollue la littérature scientifique avec quantité de contes de fées statistiques. Mais il ajoute: les revues ne sont pas les seuls scélérats, et il va assez fort, il emploie des mots brutaux qui traduisent son indignation qui feint d'être récente. Les universités sont en lutte perpétuelle pour l'argent et le talent et cultivent des métriques réductrices comme les publications à fort facteur d'impact. Il pose la question: comment donner un coup d'arrêt aux mauvaises pratiques scientifiques? Une part du problème, dit-il, est que personne n'est incité à bien se comporter. Et là, le fait que personne ne soit incité à bien se comporter, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est probablement vrai globalement. Une étude récente de 2 chercheurs publiée dans une revue de la Royal Society fait valoir que le système actuel engendre ce qu'ils appellent une pression de sélection, au sens de la théorie de l'évolution, une pression de sélection en faveur de la mauvaise science, même en dehors de toute mauvaise foi ou intention de tricher. Et les chercheurs sont soumis, notamment les jeunes, et ensuite ça se poursuit dans la carrière, par une pression de sélection en faveur de la mauvaise science et d'une façon contestable de produire des résultats scientifiques. Ioannidis, je vais en terminer par un petit développement sur ce point, a introduit un concept que je trouve très éclairant, qui est celui de conflit d'intérêts intellectuels. Il y a des conflits d'intérêts matériels qui sont connus, qui posent souvent des problèmes sérieux, mais le conflit d'intérêts intellectuels est beaucoup plus intéressant parce que plus répandu et plus subtil. Alors cela désigne plusieurs idées complémentaires. Un chercheur a intérêt à mener des recherches qui vont conforter les idées de ses évaluateurs et des responsables des agences de financement, même si ces idées valent d'être bousculées. Donc un chercheur aujourd'hui un chercheur brillant, qui a des idées personnelles, iconoclaste, mais iconoclaste à juste titre, a beaucoup plus de peine à se faire publier qu'un chercheur qui est dans le moule. Un chercheur a aussi l'intérêt à publier des résultats qui rentrent en résonance avec l'air du temps. Ça revient un peu à ça, mais c'est pas tout à fait la même chose. Plus fondamentalement, par exemple les chercheurs qui recherchent un écho dans les médias ont évidemment intérêt à travailler sur des sujets dont ils savent qui vont intéresser les médias et qui vont dans le sens de l'air du temps. Exemple récent que j'ai lu dans Nature, il y a une équipe de chercheurs qui pense avoir démontré que le taux de suicide augmente en raison du réchauffement climatique. C'est présenté par Nature comme ça, sans aucun commentaire. Comme si c'était sérieux. Et plus fondamentalement encore, le chercheur a un intérêt souvent inconscient, je pense que le mot inconscient est très important, à favoriser des résultats de recherche qui vont conforter ses propres croyances. Alors, il y a beaucoup d'exemples de ce type, je pense qu'il y en a un exemple, une catégorie d'exemples que vous avez tous plus ou moins présents à l'esprit. Ce sont les recherches sur les interactions entre le corps et l'environnement dans l'étiologie d'une pathologie, par exemple le rôle du sel, du sucre, des graisses saturées, des pesticides, etc. Comme écrit en 2016 dans Nature un professeur de sciences et société américain, Daniel Sarevitz, ce sont des domaines où, je cite,
on trouve tout ce qu'on veut de littérature scientifique revue par les pairs pour conforter sa propre opinion. Il y a l'idée des chercheurs, mais il y a aussi ceux des praticiens. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu dans un livre récemment traduit en français, écrit par un neuroscientifique canadien qui s'appelle Daniel Levitin. Le titre du livre, c'est L'esprit organisé. Il est à McGill, c'est quand même une très bonne université. Il a écrit que selon les essais cliniques publiés, l'ablation de la prostate pratiquée par beaucoup d'urologues en cas de cancer n'améliore pas l'espérance de vie. Alors cette ablation a des effets secondaires significatifs. Ce qui veut dire, c'est que la communauté des chirurgiens, urologues qui ont un peu trop tendance à enlever les prostates, alors même qu'ils savent que, etc. Un dernier mot pour conclure. Le seul fait que je puisse aujourd'hui faire un exposé sur ce sujet, avec tout de même pas mal d'arguments concrets, témoigne d'une prise de conscience, donc d'une évolution positive, c'est certain. J'ai un fils qui est en 3e année d'internat à Paris. Il rencontre aujourd'hui des patrons qui mettent en cause systématiquement, qui mettent en garde systématiquement, les jeunes médecins contre les biais cognitifs qu'ils peuvent rencontrer dans la littérature scientifique et qui risquent de les atteindre eux aussi. Nous sommes des cognitifs évidemment fondamentaux. Et on voit aussi aujourd'hui se multiplier les institutions chargées de propager la bonne parole en matière d'éthique scientifique, comme il y a même en France. Une étude récente propose d'inciter, c'est pas fait, mais propose d'inciter, c'est une idée qui coule, il y a beaucoup d'idées qui circulent, propose par exemple d'inciter à publier les comptes rendus anonymes des évaluateurs. Actuellement, les comptes rendus des pairs qui sont anonymes sont communiqués aux directeurs de journaux scientifiques, mais ne sont pas communiqués aux chercheurs, sauf exception, et surtout ne sont pas publiés. L'idée, ce serait de les publier, toujours de manière anonyme, de façon que la qualité même des évaluations, et éventuellement les biais qui imprègnent les évaluations elles-mêmes, soient publiés. En même temps, les chercheurs de qualité croulent sous les demandes d'évaluation. Ils reçoivent un chercheur de qualité aujourd'hui, un praticien de qualité, reçoit dans sa boîte mail plusieurs demandes d'évaluation d'articles par semaine. Et il ne sait pas comment faire. Et qu'est-ce que je vais choisir, quel temps je vais consacrer, etc. Donc pour l'instant, on peut dire que malgré un certain nombre de progrès, rien ne bouge encore vraiment. Tout le monde ne serait pas tout à fait d'accord avec ce que je dis là, mais enfin, c'est le sentiment que j'ai. Il faudrait certainement envisager, tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait qu'il faudrait envisager une réforme institutionnelle de très grande ampleur, une révision profonde du système de publication, de production scientifique, mais dont personne pour l'instant ne voit clairement les contours. Voilà, je vous remercie. On ne sait pas si c'est optimiste ou pessimiste. Moi, je me souviens d'un congrès où on avait retiré une impression optimiste quand un professeur britannique nous avait dit que la science, la définition de la science, c'était de faire des études qui aboutissaient à des conclusions, mais que c'était vivant parce que la définition de la science, c'était de pouvoir démontrer le contraire immédiatement par une autre étude. Et la notion de fraude et la notion de fact news que vous nous montrez est très inquiétante, parce qu'on s'aperçoit quand on travaille dans les agences de l'État, et en particulier la HAS et certaines commissions, que tout est fondé sur les études qui sont prises comme du bon pain par les analystes des agences de l'État, sans les critiquer, et que toutes les décisions de ces agences de l'État sont prises en fonction de ces études, ce qui est très inquiétant et qui met en lumière ce qu'on entend actuellement sur certains chercheurs du CNRS qui sont accusés d'avoir fait de fausses études. C'est en effet, quand je dis qu'il y a une prise de conscience, pour connaître un peu le monde de la haute fonction publique, je pense que la haute fonction publique, en France en particulier, est totalement ignorante de tout ce que je viens de vous dire. Donc les journalistes, que je connais bien, les journalistes scientifiques, moi j'ai même été journaliste scientifique, les journalistes passent à côté de ça. Pour eux, quand une étude est publiée, comme vous dites, c'est du bon pain, et donc on va le prendre pour effet content.
il y a un milliardaire américain secret qui finance discrètement les études sur la validité des études scientifiques et qui dit que pour lui, quand il entend une étude a été publiée, pour lui c'est un bon mot. En fait, on est quand même perturbé parce que pendant des années, nous avons en chirurgie viscérale un chirurgien qui apparaît référent pour beaucoup d'entre nous pour l'analyse de la littérature. Et il a été décidé qu'on ne ferait pas de préparation pour opérer les côlons, en fait. Et tout ça, ça a des conséquences, parce que c'est une chirurgie où il peut y avoir des complications. Et donc, c'était les recommandations. Et puis, on nous a expliqué que finalement, non, les chiffres ont été revus dans les études, les mêmes études, et que finalement, non, c'est mieux de les préparer. Alors que pendant plusieurs années, on ne l'a pas fait. Et maintenant, on nous dit, non, finalement, c'est mieux de le faire. C'est très troublant, quand même, pour un praticien, parce que tout ça s'appuie sur des études connues de très grande qualité, mais finalement, l'interprétation des études fait que, non, les conséquences en changent. Parce que les chiffres ont été analysés différemment. C'est quand même très troublant. Et moi, je voulais dire simplement que je reçois le blog d'un monsieur Maisonneuve. Oui, que je connais. Alors voilà, que j'imagine que vous connaissez, Oui. et que je ne sais pas pourquoi je le reçois, mais je trouve ça passionnant. C'est très bien, très bien. C'est le meilleur blog en France sur la question. Ouais, sur justement le sujet que vous venez d'évoquer. On a déjà pris un peu de retard, donc une dernière question. Ouais. Non, c'était juste un commentaire. Non, la prostate, on parlera cet après-midi, bien sûr. Alors, je veux dire, c'est très intéressant et de tout temps. Je pense que des gens ont raconté les balivers, mais ont voulu renforcer leurs propres croyances, c'est incontestable. Mais je pense qu'il faut avoir une vision optimiste également, être très conscient de tout ce que vous venez de nous dire. Mon commentaire, c'est qu'il y a eu une période qu'on a bien connue dans les années 80 où les anglo-saxons nous ont imposé leur cadre, les trades. Il fallait que tout rentre dans le cadre, c'est un petit peu la base de leur système éducatif, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans le cadre, tout est permis. Et c'est ça que pour le moment vous décrivez actuellement, c'est-à-dire la randomisation parfaite, etc. Et à ce moment-là, on ne peut plus discuter. Alors je crois que c'est à nous à être clairvoyants. Dans les épreuves que nous faisons passer dans l'enseignement, nous enseignons l'analyse d'articles, l'analyse critique des articles. Je crois qu'il ne faut pas en déroger, bien évidemment. Je pense qu'il faut faire confiance aux boards éditoriaux et pour avoir été confronté récemment, les reviewers font réellement leur travail et vont vraiment chercher dans les détails. Alors, le détail est probablement défaillant, ça, c'est un bon débat, mais je pense qu'on l'aura plusieurs fois aujourd'hui. Et vous avez quand même toutes les sociétés savantes et non pratiques qui sont quand même organisées et coordonnées par les sociétés savantes, qui délivrent des recommandations nationales, internationales, qui sont basées sur ces articles, qui sont revus par des dizaines et des dizaines de personnes. Donc certes, ce que vous décrivez existe. Le danger, et un des dangers, j'arrêterai là, c'est les fameuses fake news, c'est-à-dire qu'on trouvera toujours quelqu'un pour sortir un article dans un sens ou dans un autre, parler du cholestérol, etc. On ne comprend rien, on n'a pas le temps. Et le danger est là, pour y voir clair. Et dans la pratique quotidienne, je pense qu'il faut réellement faire confiance en particulier en France, au système qui est mis en marche à la fois à l'université, mais également dans la société savante, pour qu'on sache, sur la base de 5 à 10 articles, délivrer des recommandations qui sont claires et au service des patients. C'est au premier du cancer à la prostate, je reviendrai un peu plus tard. Et juste une dernière chose, vous disiez pour les laboratoires, ce que j'avais noté. Pardon. Oui. Les laboratoires, on connaît tous, il faut être extrêmement vigilant, je suis pas naïf. Mais actuellement, toutes les études sérieuses, randomisées, sont annoncées à l'avance dans les clinical trials, d'une part, et d'autre part, les investissements sont tels, par pour les médicaments, que le résultat d'une étude phase 2, phase 2B, même phase 3A, est regardé avant tout par les actionnaires. Et on n'imagine pas qu'un laboratoire puisse cacher les résultats, même négatifs, d'une étude de grande ampleur qui s'élève parfois à plusieurs centaines de millions. Il y a des compléments. Bon, je crois que c'est un débat qu'on pourrait... C'est un débat. C'est un débat. En tout cas, moi je vous remercie, c'est absolument passionnant. Et je dirais un mot pour conclure sur Pascal Riffin. Je crois que je partage cette analyse, c'est-à-dire un article c'est un instant.
Et une mouvance médicale, c'est parfois des années de la succession d'articles. Donc moi je crois que si vous voulez, tout le monde, regardez quand Pasteur a dit quelque chose, quand le Semmelweis a dit quelque chose, quand il a fait c'est bien ce mouvement de... Je crois que ce qui est très important, c'est justement d'avoir des gens comme vous qui critiquent et des gens qui montrent, mais finalement, je suis peut-être un peu simpliste, mais les choses de qualité, la vérité sortira toujours, je le dis un peu au fil des... Sauf de temps en temps, ça dure très longtemps, et c'est très dangereux. Alors je crois qu'il faut distinguer sur les articles dont a parlé M. Bostelvini, qui sont des articles que l'on a nous du mal à lire, c'est des articles de sciences fondamentales pures et dures, avec des milliers de souris et des analyses in vitro, celui quand on fait après un schéma, là, et qu'on montre un bout d'ADN en disant, bah si, il y avait un petit truc là, et là c'est effectivement, une fois sur deux, pas reproductible, mais au fil du temps, finalement, l'ADN, il y a une structure en hélice, on ne peut pas dire le contraire. Donc, je crois qu'il faut, le versant optimiste, c'est ça, c'est de dire les mauvais disparaissent progressivement. Par contre, ce qui est insupportable, c'est ce que vous avez tous les jours sur vos mails. Est-ce que vous voulez bien écrire un article sur ce journal? C'est-à-dire, on reçoit, si vous voulez, nous, scientifiques, sans être un scientifique de très haut niveau, tous les jours, on reçoit en gros 5, 6, 7 mails pour écrire dans une revue. Ce qui prouve que vous l'avez dit, combien de revues, je ne sais plus, mais c'est complètement délirant. Et c'est la course à la publication, parce que c'est là-dessus, et ça je me tourne vers quelques universités qui sont là, c'est le problème aussi de la nomination et de la progression des chercheurs. Sans publication, pas de salut. Et sans publication dans une revue avec un gros impact facteur, pas de salut non plus. Puisqu'on donne maintenant la liste, non seulement, j'ai vu l'index de publication, mais c'est une espèce de course complètement folle. Si vous voulez. En tout cas, merci beaucoup. Sujet sur lequel on pourra débattre. Où est-ce qu'est Philippe Marc? Il est là. On pourra encore débattre sur ce sujet, parce que je crois que c'est un très très bon sujet. On pourra sûrement revenir dessus. Et merci, je redonne donc la parole à Marcel Dahan et Philippe Brey pour animer ce DPC registre des corps. Merci à vous.